Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. En quoi la respiration peut-elle nous aider à prévenir les AVC et quelles techniques de prévention conseillez-vous? C'est une question qui m'a été souvent posée et particulièrement récemment en lien avec l'AVC. Je voulais répondre à cette question-là, de faire le lien avec la respiration et l'AVC. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà abordé ce sujet-là. Je voulais répondre spécifiquement à cette question-là parce que c'est tellement important. Et selon vous, quels sont les liens avec la respiration? Je vais vous agrandir la question comme ça. Quels sont les liens avec la respiration et l'AVC? Alors, on voit les poumons qui vont se gonfler, se dégonfler sous l'action du diaphragme et on ne fait pas de lien, en général, on ne fait pas de lien si intuitif entre la respiration et l'AVC et pourtant, il y en a et il y en a plus d'un. Les habitudes de ma chaîne, vous allez avoir une réponse qui vous viendra sûrement rapidement, c'est-à-dire les liens avec l'apnée obstructive du sommeil, donc le fait de manquer d'oxygène ou d'être privé d'oxygène pendant plusieurs secondes, parfois durant la nuit. On a les voies respiratoires supérieures qui sont obstruées et oui, ça augmente le risque d'AVC, je vous en ai déjà parlé. Durant le sommeil, le cerveau fonctionne, le cerveau consomme beaucoup d'énergie et cette activité cérébrale a besoin de quoi? A besoin d'oxygène et l'apnée du sommeil nous prive d'oxygène. Alors ça, vous aviez probablement tous et toutes eu la réponse pour les habitués de ma chaîne. Il y a un autre élément qui est lié à la respiration et Joël, vous aviez une question en amont qui fait le lien avec le prochain élément. Vous posez la question, un stress chronique qui est là durant des années augmente-t-il significativement le risque d'AVC? Alors, le lien avec la respiration, il est là, il s'actualise, disons, avec le stress chronique. Donc, le fait d'avoir un stress chronique durant des années, oui, ça peut avoir un effet sur la vascularisation de votre cerveau, sur les vaisseaux sanguins qui vont apporter, entre autres, mais pas uniquement, l'oxygène à vos cellules cérébrales. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Ça se fait 24 heures sur 24 et on est tributaire de cette oxygénation-là. Et on veut qu'elle soit la meilleure possible. Et lorsqu'il y a un stress chronique, il y a des effets qui ont lieu sur nos vaisseaux sanguins et on va entrer un peu plus dans le détail. Donc, le stress chronique entraîne, entre autres, et là j'insiste, entre autres, un déséquilibre du métabolisme lipidique, donc le gras qui est dans notre corps, qui est dans notre sang, et ça influence les schémas épigénétiques. Donc, le stress chronique, lorsqu'on est exposé à un stress chronique au travail, par exemple, vous avez un conflit avec votre employeur, c'est votre travail, vous ne pouvez pas démissionner, vous devez faire face à ce stress chronique et si vous travaillez avec cet employeur-là durant des décennies, vous allez être exposé à un stress chronique. Le stress chronique va être associé notamment à une libération d'hormones de stress. Il y a ma collègue Sonia Lupien, qui est une chercheure en neurosciences, qui a écrit des livres fantastiques sur le stress chronique, le stress au travail. Je vous invite à trouver ces livres. Vous allez les trouver facilement, autant de l'autre côté de l'Atlantique à la Librairie du Québec à Paris qu'ici au Québec, au Canada et en Amérique. Donc, Sonia Lupien, elle va vous parler du stress chronique et elle va vous expliquer que le stress chronique libère notamment des hormones. Et ces hormones-là, on n'a pas seulement un effet psychologique, il y a aussi des effets physiques lorsque ces hormones sont libérées durant des années et des décennies, comme Joël le posait dans sa question. Et donc, ces hormones qui sont sécrétées ont notamment des conséquences sur les parois des vertèbres, mais aussi sur nos gènes. Et les schémas épigénétiques ou l'épigénétique, c'est l'influence de notre environnement, notamment, sur nos gènes. Et lorsqu'on est exposé à un stress chronique et aussi à la pollution de l'air, par exemple, et à d'autres éléments, nos gènes, l'expression de nos gènes se fera différemment. Et tout ça conduit à une augmentation de risque d'AVC, mais conduit d'abord à, comme c'est écrit, peut induire, évidemment, ce n'est pas des automatismes, mais peut induire la formation de plaques d'athérosclérose, c'est-à-dire que vos vaisseaux sanguins vont être peu à peu obstrués
et le sang va moins bien circuler. C'est vrai pour les vaisseaux sanguins qui vascularisent votre cœur, donc vous pourriez faire un infarctus du myocarde, mais c'est vrai aussi pour les vaisseaux sanguins qui vont vasculariser votre cerveau. Vous pourriez donc faire un AVC du tissu cérébral, un infarctus du tissu cérébral, comme un infarctus du cerveau plutôt qu'un infarctus du myocarde. Et un infarctus du cerveau, on appelle ça un accident vasculaire cérébral ischémique. Et donc, pour ces raisons, le stress chronique, l'exposition au stress chronique entraîne une cascade d'effets vraiment très concrets, physiologiques à l'intérieur de votre corps, notamment dans les parois de vos vaisseaux sanguins, et vous êtes plus à risque de faire un AVC. Il y a plusieurs facteurs de risque. Ce n'est pas d'être simpliste et de se dire, bon, vous avez du stress chronique, vous avez un risque très, 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 très élevé de faire un AVC, mais oui, ça augmente ou ça peut augmenter le risque. Alors, le stress psychosocial, donc le stress psychologique est associé à des aspects sociaux, aux personnes qui nous entourent. Et là, j'ai mis le mot autodéclaré. Vous avez le nom de l'étude, le titre de l'étude, parce qu'on a demandé aux personnes, vous sentez-vous stressé? C'est plus simple à demander que de mesurer le stress. Ça reste une mesure autodéclarée. Donc, il faut interpréter les résultats aussi en n'oubliant pas que ce sont les personnes qui se sont auto-évaluées au cours des 12 mois précédents seraient associées à un risque accru de tous les types d'AVC, ischémique ou hémorragique. Cette association qui était observée entre le stress psychosocial et le risque d'AVC était observée pour tous les domaines de stress, c'est-à-dire le stress au travail, le stress à la maison, le stress financier. Alors, lorsqu'on entend ça, ça peut être stressant. On peut se dire, mais mon Dieu, je suis stressé, donc vu que je suis stressé de façon chronique parce que j'ai un conflit, par exemple, au travail, comme je le disais, ou un stress financier, mais ça augmente mon risque d'AVC, et de savoir que j'ai un risque d'AVC, ça augmente mon stress chronique. Alors là, on est dans une spirale négative. Alors, il ne faut pas le voir comme ça, il faut en prendre conscience comme une information qui peut être utile, qu'on peut utiliser pour prendre soin de sa santé. Et on sait, et ça c'est la bonne nouvelle, on sait que les exercices de respiration peuvent contribuer à une meilleure gestion du stress chronique. Je vous ai présenté plusieurs vidéos d'exercices de respiration. Si je vous donne l'explication plus théorique, pourquoi ça nous aide à réduire le stress chronique et le stress, lorsqu'on respire, on stimule le système parasympathique et sympathique qui vont faire en sorte de contracter les muscles qui permettent l'entrée d'air, et aussi le relâchement musculaire qui permet la sortie de l'air. Là, je vous donne ça de façon très, très résumée. Et donc, la respiration est sous le contrôle du système sympathique et parasympathique. C'est pour ça que pendant que vous m'écoutez, vous respirez normalement sans avoir à vous concentrer sur votre respiration, à moins que vous ayez une maladie respiratoire obstructive notamment. Donc, ça, c'est le système sympathique et parasympathique. Lorsqu'on réduit le rythme de sa respiration grâce à des exercices, lorsqu'on augmente le temps d'expiration, je vous l'explique rapidement, vous pourrez aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je vous l'explique vraiment plus en détail. Donc, lorsqu'on fait ça, on se trouve à stimuler le système parasympathique qui nous apaise. Donc, si on réduit la fréquence respiratoire et si on insiste sur la durée de l'expiration, on favorise la détente. Et dans un contexte de stress chronique qui peut perturber notre santé, on peut consulter, on veut consulter un psychologue notamment, mais on peut aussi faire des exercices respiratoires et ça a été bien démontré que c'est aidant. Je vous en montre un. Et c'est un exercice que je montre dans mon livre « Plus jamais malade » qui a été publié aux éditions du Trécarré. Et la graphiste a fait une illustration que j'aimais bien. Alors, je vais vous la montrer, je vais vous l'agrandir. Je vais vous l'agrandir même un peu plus que ça. Alors, c'est une respiration carrée. Vous allez trouver l'exercice beaucoup plus détaillé sur ma chaîne. Et c'est vraiment tout simple. Vous allez inspirer pendant 4 secondes, ou 3, ou 5, selon vos capacités respiratoires. Ensuite, vous prenez un arrêt de la respiration, vous êtes en apnée pendant 4 secondes, et ensuite vous expirez pendant 4 secondes. Et ensuite, vous revenez en apnée pendant 4 secondes. Et là, j'insiste, vous adaptez la durée à vos capacités physiques, à votre tolérance. Si vous avez un problème respiratoire, vous allez respirer ou inspirer, ou expirer, devrais-je dire, pendant
un peu moins de secondes, un peu plus de secondes, mais l'idée derrière cet exercice de respiration carrée, c'est de réduire votre fréquence respiratoire. Il y a d'autres types de respiration rythmée, ça c'est un type de respiration rythmée, il y en a d'autres qui feront en sorte que vous allez inspirer, disons, pendant 5 secondes et vous allez expirer pendant 7 secondes. Alors votre temps d'expiration sera plus grand, vous allez réduire, vous allez plutôt augmenter l'effet du système parasympathique qui, lui, vous apaise. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser la respiration pour se calmer. Ça fonctionne vraiment. Parfois, j'ai des patients qui me disent « ton exercice, ça m'énerve. » Quand je fais ça, je me sens contrôlé, je me sens trop encadré. Bien, c'est peut-être pas le bon exercice pour vous. Ça, c'est une option. Et l'autre option ou l'autre hypothèse, c'est peut-être que parce que vous n'êtes pas encore familier avec ce type d'exercice-là ou familière et il faut vous donner un peu de temps. Il faut que vous vous donniez un peu de temps pour vous familiariser avec l'exercice. Donc, d'être patient, d'attendre peut-être une séance, 2 séances, 5 séances pour se familiariser avec l'exercice. Mais la respiration rythmée, c'est une belle façon de réduire l'effet du système sympathique qui, lui, nous stresse pour donner un peu plus de place au système parasympathique. Et évidemment, vous en parlez aussi à votre médecin, vous en parlez à un psychologue, vous consultez, vous suivez une psychothérapie. C'est parfois assez salvateur de le faire, surtout quand on est pris dans un stress chronique où c'est presque impossible de s'en éloigner. Alors, de mieux gérer le stress, et surtout le stress chronique, ça peut nous aider même à prévenir un AVC. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas suffisamment, que le stress chronique, ça augmente le risque d'AVC. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur « Contribuer ». Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos, par exemple, les douleurs au cou. Alors, vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt.